Alors, je vous l'ai dit, la gouvernance hospitalière, c'est une matière qui mobilise beaucoup d'énergie, de réflexion et de littérature, et nous avons convié aujourd'hui une série de personnes qui y ont réfléchi sous différents angles. Je me suis dit que pour éviter les redites, la meilleure chose que je pourrais faire avec quelques décennies d'expérience dans la vie hospitalière, c'est de vous expliquer que, pour moi en tout cas, j'ai été un de ceux qui ont proposé le thème de cette année-ci à notre comité, à l'Association des hôpitaux. Pour moi, le thème de la gouvernance hospitalière évoque une série de souvenirs sur ce qui va peut-être vous apparaître comme des anecdotes, mais qui sont une série de jalons dans le chemin d'un médecin hospitalier qui a participé à la gestion, et qui sont une série d'éléments qui font penser que, comme le disait il y a une vingtaine d'années un film célèbre de Benoît Poelvoorde, les choses se passent près de chez vous. La gouvernance hospitalière, ça n'est pas qu'une préoccupation théorique, c'est aussi parfois quelque chose de très pratique et de très quotidien. Alors, comme promis, je ne vais pas me perdre longuement dans une stratification des décisions, des définitions et des notions qui sous-tendent ce mot de gouvernance. Disons en très bref résumé que la gouvernance, c'est la nécessité de créer des garde-fous en matière de contrôle du pilotage et de la gestion au sens large des entreprises et des organisations. Entreprises et organisations, dont bien entendu les institutions de soins font partie. Et à partir du début des années 90, cette notion de gouvernance a certainement pris un regain de vigueur ou d'actualité parce que des scandales et des déconfitures ont fait les titres de la presse économique et même de la presse tout court, Enron, WorldCom, Sabena, Swissair, Parmalat, Lehman Brothers, Fortis, Dexia. Vous en avez tous abondamment entendu parler, et dans chaque cas, pour ces entreprises privées cotées en bourse, il y avait en tout cas mise en cause de la manière dont était structuré et contrôlé le pilotage. Alors, une des caractéristiques de notre parc hospitalier, c'est que le nombre d'institutions s'est réduit d'une manière absolument considérable au cours des 60-70 dernières années. Il y avait 450 hôpitaux en Belgique au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, du temps où M. Dehaene a fort secoué la législation hospitalière et introduit les stimulants aux fusions. Il y en avait encore à peu près 125, il en reste une petite 90 maintenant. Et bien entendu, ce remaniement, vous le savez tous, a essentiellement visé à fusionner des structures en moins d'institutions qu'il n'y a de bâtiments, sans nécessairement renoncer à l'exploitation de certains des bâtiments. Mais il y a aussi eu une série de faillites hospitalières plus ou moins douloureuses. Certaines ont été temporaires, c'était le cas de l'Institut Edith Cavell qui a fermé ses portes et puis qui a eu la chance de renaître de ses cendres sous une forme à peine différente et se porte maintenant tout à fait bien. Il y en a d'autres dont le sort a été nettement plus funeste. Je parle ici de la partie francophone. L'Institut Arthur Gailly a disparu corps et bien, c'est le cas aussi pour l'hôpital français Reine-Élisabeth, et bien entendu, les tensions persistent dans le monde hospitalier et les faillites pour les structures parapubliques ou qu'on appelle privées ne se sont peut-être pas terminées. Mon expérience personnelle dans le débat sur les hôpitaux à l'intérieur du conseil d'administration a commencé en 1972. À l'époque, j'étais un étudiant en médecine et il se fait que j'ai été délégué par les étudiants en médecine pour faire partie du conseil d'administration. Pour moi, c'était une expérience assez neuve et je me suis trouvé projeté dans un conseil d'administration qui comportait 60 membres et dont l'une des caractéristiques culturelles, c'est qu'on y pratiquait
avec délectation la palabre, c'est-à-dire qu'une séance du conseil d'administration ne pouvait pas durer moins de 6 à 9 heures et se terminer parfois tard le matin ou presque à l'aube. C'était pas la seule chose qui m'a impressionné, c'est que, outre le temps de délibération dans l'absolu, il y avait un temps consacré qui était inversement proportionnel au montant en jeu. Et en particulier, on consacrait quelques secondes parfois à approuver le budget annuel, et puis on passait plusieurs heures à discuter d'anecdotes disciplinaires. Je me souviens de ce philosophe qui défendait son point de vue en disant qu'il voulait absolument que le temps qu'il passait à méditer sur une plage soit compté dans son temps d'exercice professionnel. Et donc ça créait des passions extraordinaires dans le conseil d'administration, mais par contre les vrais enjeux on en discutait relativement peu. Et surtout, donc cette université-là, elle est héritière d'une vieille tradition où depuis la création de la Belgique, 1834, les professeurs de la faculté de médecine disent on ne veut vraiment plus avoir notre sort lié aux hôpitaux publics de la ville, on aimerait bien avoir des hôpitaux académiques privés. Et donc, en parfaite cohérence avec cette décision, enfin ces prémices-là, le conseil d'administration s'est doté comme président du conseil d'administration du bourgmestre d'une des communes proches, qui, comme première décision importante, a décidé d'implanter l'hôpital académique dans sa commune à lui, en utilisant évidemment son identité d'homme public à 12 km du campus principal de l'université. Et donc, 40 ans plus tard, on est encore en train de mesurer les importantes conséquences de cette décision, qui était au moins d'une cohérence difficile à capter pour le jeune administrateur que j'étais. En 86, j'ai fait connaissance avec les frais de déplacement. J'étais à l'époque le jeune administrateur d'une importante association professionnelle privée du secteur, une association avec beaucoup de membres. Et le directeur général de cette association gérait tout seul le budget des frais généraux de l'organisation. Et à ma grande surprise, en commençant à poser des questions et en faisant un peu le curieux, je me suis rendu compte que le directeur général en question s'allouait des frais de déplacement vraiment substantiels. Pourquoi? Mais parce que chaque fois qu'il prenait l'ascenseur entre son bureau au premier étage et la salle de réunion au sous-sol, il comptait un frais de déplacement considérable, ceci évidemment avec l'argent d'un collectif et pas avec son argent personnel. J'ai fait connaissance en 86 avec le self-service. J'étais dans un fonds de pension privé comme jeune administrateur, et donc ce fonds de pension privé avait placé 100% de ses actifs dans une grande banque privée belge, et c'était exclusivement sous la forme d'obligations de l'État belge. Quand on s'occupe un peu de gestion financière, on sait que rien n'est plus dangereux, surtout avec l'argent des autres, que d'investir tout son argent dans un seul véhicule, plutôt que de le diversifier. Là, on était dans une seule banque avec un seul type d'investissement. Mais donc, les choses se sont corsées quand il s'est avéré que le président fort autocrate de ce fonds avait épousé la détentrice par héritage des actions principales du holding de contrôle de la banque en question. C'est ce que j'ai appelé le self-service. Heureusement pour nous tous, ça n'a pas duré longtemps et ça a fort changé, mais vous voyez que je ne vous parle pas ici du 19e siècle, mais d'un passé quand même relativement récent. J'ai connu d'autres cas de figure de self-service. Par exemple, en 1988, j'ai fait la connaissance du président d'un hôpital qui, c'était fort triste pour lui, développait une angine de poitrine. Je ne trahis pas un secret médical parce que je n'étais pas son médecin et par ailleurs, il en parlait abondamment à tout le monde, journalistes et public. Il était inquiet pour lui-même, certes, et donc en bonne logique, en tout cas dans la logique qui prévalait à cette époque-là, il décide d'édifier un service de chirurgie cardiaque tout neuf à côté de son bureau, dans l'hôpital, où il avait son bureau. Il envoie une délégation du personnel apprendre la chirurgie cardiaque au Canada, et il se passe ce qu'on pouvait craindre, c'est que le chirurgien cardiaque au Canada trouve que le Canada, c'est pas si mal que ça. Il s'établit au Canada et il ne revient pas dans la ville dont il était parti. 6 médecins chefs de service se révoltent,
sont démis par le même président et mettent vraiment l'hôpital à feu et à sang. L'hôpital est vraiment sur le point de fermer les portes. Le président, c'est très triste, est opéré dans un autre hôpital et il décède. Mais on peut toujours visiter le service de chirurgie cardiaque aujourd'hui. Il y a presque 30 ans de cette affaire. Le service de chirurgie cardiaque, il est tout neuf et il n'a jamais servi. Alors, en 1990, bon, vous savez peut-être que je suis endocrinologue, donc je ne suis pas très versé dans les affections de l'appareil locomoteur, mais j'ai fait la découverte d'une forme particulière d'arthrose cervicale que, à vrai dire, je ne connaissais pas du tout. Je vous montre ici un petit dessin anatomique qui vous montre comment s'emboîtent l'une dans l'autre les deux premières vertèbres cervicales, de manière à permettre à tous les mammifères, mais à l'homme en particulier, d'avoir des mouvements de la tête de type horizontal, ce qui dans tous les langages non-verbaux connus, signifie une dénégation. Et donc, l'arthrose cervicale en question, c'est quelque chose qui atteint d'une manière sélective les administrateurs dans l'hôpital où je travaillais à l'époque, parce que si vous pouvez voir ce qu'on aperçoit sur les radios, ils sont tout à fait incapables de mettre en œuvre le geste que je mime maintenant, c'est-à-dire le mouvement latéral de la tête. Ils ne sont capables que d'une seule chose, c'est des mouvements de la tête de haut en bas. Et donc, c'était pour moi quelque chose d'absolument surprenant, parce que non seulement ça existait, mais ça avait l'air fort contagieux. La durée des séances, c'était un hôpital où le président du conseil d'administration arrivait régulièrement en retard, mais pas un tout petit peu en retard, 1 ou 2 heures en retard, aux réunions mensuelles du conseil d'administration qu'il convoquait. La deuxième particularité que je trouvais vraiment surprenante, c'est qu'absolument personne, parmi ses adjoints, les directeurs exécutifs ou les autres administrateurs, ne se risquait jamais à prendre la parole. Et record absolu que je n'ai pas vu personne tenter de battre depuis lors, certaines des séances duraient 45 secondes. Entre le moment où la séance était ouverte et où tous les points étaient adoptés, il ne se passait moins d'une minute. Vous imaginez bien dans quelle mesure ces séances donnaient lieu à délibération. J'ai connu aussi un hôpital, c'est un autre, où les négociations s'organisaient, c'était un hôpital privé, avec une forme très particulière d'organisation de la défense, c'est-à-dire que d'une part c'était une gérontocratie opiniâtre. Je ne pense pas qu'il faut avoir d'idées a priori sur la compétence des gens en fonction de leur âge, mais quand l'ensemble d'un comité a une moyenne d'âge supérieure à 80 ans, il y a quand même une question à se poser sur la manière dont le pouvoir s'organise. Et donc surtout cet hôpital, en plus d'être une gérontocratie, était un empilement complètement déroutant de structures de décision. C'est-à-dire qu'on parle toujours de transparence dans le pilotage, mais là, selon les sujets, les interlocuteurs étaient ballottés dans le désordre entre le conseil d'administration, le bureau exécutif, le comité de gestion, le comité spécial, si bien qu'il n'y avait jamais moyen d'identifier la bonne instance, l'instance à laquelle il convenait vraiment de s'adresser si on voulait obtenir des réponses aux questions, par exemple, de gestion sous-régionale ou régionale. En 1995, j'ai connu dans un autre hôpital une profession vraiment inusitée. L'hôpital de cette ville-là s'enorgueillissait d'être le seul établissement de soins en Belgique dont le payroll comportait un médecin vétérinaire à temps plein. L'utilité d'un médecin vétérinaire à temps plein n'est pas évidente dans un hôpital, je ne vous trahis pas un grand secret. Mais donc, qu'est-ce que c'était? C'était ce qu'on appelle le népotisme à gros bouillon, parce que le vétérinaire avait le même patronyme que le président du conseil d'administration de l'hôpital, et pour cause, puisque le premier, le vétérinaire, était le fils du second, le bourgmestre. En 1996, j'ai connu, sans en être directement un protagoniste,
le début de la création de la structure IRIS à Bruxelles, qui avait pour vocation d'organiser le refinancement des communes qui servaient de soutien aux hôpitaux. J'ai été frappé à cette époque-là, en connaissant beaucoup des parlementaires, par le fait qu'il y avait une autre gestuelle tout à fait impressionnante quand la question du budget des hôpitaux jaillissait au Parlement bruxellois ou dans les structures d'appui. C'est un mouvement où le menton s'abaisse et où la tête essaie de rentrer dans les épaules, parce que l'essentiel de ce parlementaire disait, écoutez, on voit bien que c'est beaucoup d'argent, mais les hôpitaux, vraiment, on n'y comprend absolument rien. Et c'était une parole complètement généralisée, un peu craintive, si bien qu'il y avait, heureusement, 2-3 experts qui, eux, avaient très bien compris la mécanique, mais la question du contrôle démocratique dans une assemblée où personne ne sait vraiment de quoi il s'agit est quand même vraiment quelque chose qui pose question. Je vous ai parlé tout à l'heure d'appareil locomoteur. J'ai aussi découvert une forme particulière d'immunité. L'affaire se passait dans un autre hôpital. C'était un médecin spécialiste qui avait commis ce que je considère comme une faute professionnelle lourde, et le conseil médical était de mon avis. L'homme délaisse pendant 5 jours un patient hospitalisé qui est très gravement malade, en attendant que lui soit alloué aux patients et aux médecins une chambre seule et les honoraires privés qui en découlent. Personnellement, comme le patient décède et que les soins n'ont pas été à niveau, je propose, avec sobriété d'ailleurs, d'écarter de l'hôpital le médecin fautif. Et alors, je me trouve en but à un président d'hôpital qui dit non, ça ne va pas, c'est pas possible, le médecin incriminé a peut-être bien commis des fautes, mais il détient une carte de parti, et cette carte de parti confère l'immunité disciplinaire. Une forme particulière d'immunité que je n'avais jamais croisée jusque-là. Et ce n'est pas le monopole d'un parti en particulier, c'est pour ça que je ne le cite pas, parce que j'ai déjà vu des anecdotes de ce genre avec plusieurs couleurs politiques différentes. La transparence. Dans un hôpital privé, le médecin-chef nous indique, à l'époque je faisais partie d'une équipe de consultants, il nous indique avec une vraie consternation qu'il manque d'informations pour mener à bien sa mission. Pourquoi? Parce que d'une part, il ne connaît pas le calendrier des réunions du conseil d'administration, parce que ce calendrier est secret. D'autre part, il n'est jamais évidemment invité au conseil d'administration et aucun autre confrère médecin non plus. Et enfin, il ne rencontre jamais les administrateurs. C'est évidemment une situation de pilotage où on peut se poser de vraies questions sur la manière dont les métiers s'intègrent les uns aux autres. Autre cas de figure, autre hôpital, la présidente d'un conseil d'administration dans un hôpital public exige que tous les procès-verbaux d'assemblée, notamment celles auxquelles je suis convié comme consultant, soient rédigés à la main et au crayon. Pourquoi? Parce qu'elle souhaite pouvoir en altérer et en gommer le contenu aussi facilement que possible dès que son opinion personnelle ou que les opportunités qu'elle entrevoit changent, c'est-à-dire qu'elle ne considère pas que le procès-verbal doit refléter ce qui s'est dit à la réunion, mais plutôt ce qu'elle pensera, même si sa pensée change et évolue en cours du temps. Grande question, on va sûrement en reparler aujourd'hui, la sélection des dirigeants. Vous savez qu'il y a des cultures, par exemple, chez un de nos voisins en France, où les dirigeants des hôpitaux sont configurés selon un format extrêmement rigide. Ils sont très formatés, formés dans une seule école qui se tient à Rennes. On ne peut pas dire que les choses soient aussi coulées dans le béton chez nous. Nous avons une culture plus diversifiée. On verra, on peut en débattre si c'est un bien ou un mal, mais en tout cas, parfois, il y a quand même des choses curieuses qui se passent. Donc, le CHR d'Outsiplou recrute un nouveau directeur général. Il y a 3 candidats qui se présentent. Ils se présentent à un jury qui est dirigé par la bourgmestre de la localité, et l'un des candidats, qui veut devenir directeur général, est néanmoins déjà président du conseil d'administration du même hôpital. Mais il ne peut faire état ni d'un diplôme, ni d'une quelconque expérience, ni d'une connaissance du secteur. Et donc, la bourgmestre se dit, là je suis vraiment coincé, donc qu'est-ce que je vais inventer comme règle? Je vais dire que
ne peut devenir directeur de l'hôpital que quelqu'un qui est soit natif, soit résident, soit de préférence les deux, de la célèbre colline d'Outsiplou. Et seuls ceux-là sont éligibles pour le poste vacant, ce qui veut dire qu'elle impose sans aucune difficulté le candidat au conseil d'administration qui était toujours atteint de la même arthrose cervicale sélective. Le devoir de réserve, un autre hôpital public, un grand hôpital public, passe par une phase de déficit. Comme vous savez, ça arrive régulièrement à peu près à tous les hôpitaux connus. Un déficit d'une taille qui reste non catastrophique, le déficit de son compte d'exploitation, et un administrateur du banc public qui représente un des actionnaires communaux, sans le moindre mandat exécutif, saisit la presse pour annoncer, à grand renfort de dramatisation, la faillite de l'hôpital. L'hôpital n'est pas du tout en faillite, il n'est même pas du tout menacé dans son fonctionnement, mais donc il y a une crise alors qu'il n'y a aucune cessation de paiement. Pendant 3 jours, tous les médias s'en emparent et il y a des appels incessants des fournisseurs à l'armée. Il n'y a pas la moindre réalité derrière tout ça, sauf la volonté d'un administrateur sans mandat de faire parler de lui dans la presse. Les frais de représentation, dans beaucoup d'hôpitaux, les administrateurs ne sont pas rémunérés. Certains touchent des jetons de présence assez symboliques. Ceux que je connais, c'est de l'ordre de 30 à 50 € bruts par séance. Mais par contre, les frais de représentation des administrateurs principaux sont parfois complètement démesurés et font l'objet de très peu de contrôle puisqu'ils sont alloués à la carte et selon des règles qui ne sont pas très claires. Donc la gouvernance dont on va parler aujourd'hui, donc elle est née de considérations qui sont centrées sur l'entreprise, en particulier les entreprises cotées en bourse, et sur la nécessité de mieux maîtriser la manière dont on pilote les entités territoriales, les États, ou même le monde in globo quand on pense aux préoccupations gouvernementales. Il est clair que avec son côté entreprise, organisation, et son côté participant à un service rendu au public, l'hôpital est un petit peu au centre ou à la médiane, à la bissectrice de ces deux types de préoccupations. Et en tout cas, quand on évoque la gouvernance, clairement, on a en tête l'idée que les structures, c'est impérieux, ne doivent pas être seulement des lieux de contrôle, mais doivent avant tout avoir de l'efficacité, une légitimité, de la durabilité. Les contrôles doivent s'exercer, la transparence est absolument indispensable. Il faut des pouvoirs équilibrés et il faut, dans toute la mesure du possible, associer toutes les parties prenantes, c'est-à-dire ce qu'on appelle, ce que les anglo-saxons appellent les stakeholders, c'est qui sont autant les médecins traitants, les fournisseurs que les patients utilisateurs de l'hôpital et pas seulement ceux qui en sont juridiquement les propriétaires. Et enfin, donc je voudrais quand même rompre une lance pour dire que la malgouvernance, c'est malheureusement un défaut qui ne connaît pas de véritable monopole. Donc il ne faudrait pas interpréter ce que j'ai essayé de vous tracer en quelques minutes comme anecdote, comme le monopole d'une forme juridique en particulier. C'est vrai qu'il y a des bourgmestres qui ont parfois un comportement caricatural. J'en ai croisé un certain nombre. Je peux vous dire que pour d'autres que j'ai croisés, ce sont des connaissants, des gens qui connaissent d'une manière extrêmement fine et très élaborée l'univers hospitalier, qui peuvent certainement en redire beaucoup à des professionnels du secteur. Donc pas de jugement a priori pour dire il y a des bons et des mauvais, il y a à boire et à manger sur tous les bons, mais en tout cas il n'y a pas une malgouvernance publique de mon point de vue, là où il y aurait une bonne gouvernance privée. Aucun des deux secteurs dans la vie hospitalière ne peut se prévaloir de toutes les vertus. Comme je le rappelais avec Jacques de Teuf en buvant un café, le pouvoir corrompt dans toutes les organisations, mais ce qui est certain, c'est que le pouvoir absolu corrompt absolument et que les règles de gouvernance doivent éviter que
le pouvoir absolu ne s'instaure, quel que soit le détenteur de ce pouvoir, que ce soit le directeur, le président, l'actionnaire ou un autre participant à la structure. Et enfin, considération encore plus personnelle, il n'existe pas, à mes yeux, de monopole de genre, c'est-à-dire pas plus d'hommes que de femmes en matière de transgression des règles formelles et informelles du pilotage d'entreprise. La transgression n'est pas un monopole masculin, pour être clair, et donc ça ne contre-indique nullement de prôner néanmoins la diversité des genres. Il ne faut pas avoir peur des quotas, mais il ne faudrait surtout pas croire qu'il y a un genre qui est spécialisé dans les transgressions au lieu de l'autre. Voilà, c'était une petite promenade sur quelques souvenirs qui vous expliquent d'où vient le souci de mettre maintenant dans l'ordre dans ces enjeux de gouvernance. Je vous remercie, Marc. Je te